À exactement 4h10 du matin, tout a changé pour Israël. Un seul missile balistique, lancé depuis les profondeurs de l'Iran, a déchiré le ciel nocturne et s'est abattu directement sur le cœur de l'une des installations industrielles les plus dangereuses de tout le Moyen-Orient. La cible n'était pas un simple bâtiment, c'était la raffinerie pétrolière Bazan à Haïfa, un complexe gigantesque que les militants écologistes qualifient depuis des décennies de bombe à retardement. Ce qui allait suivre allait révéler la faille la plus vulnérable d'Israël et déclencher une chaîne d'événements qui se poursuit encore aujourd'hui. L'explosion fut si énorme que les habitants de tout le nord d'Israël ont senti le sol trembler sous leurs pieds. En quelques minutes, d'immenses flammes se sont élevées de l'installation, projetant un épais nuage de fumée noire au-dessus de la baie densément peuplée de Haïfa. Les sirènes d'alarme ont hurlé dans l'obscurité, tandis que les pompiers fonçaient vers ce qui deviendrait l'un des pires désastres industriels de l'histoire israélienne. Mais ce n'était pas un accident, c'était une frappe de précision qui a touché exactement l'endroit où elle causerait un maximum de dégâts. Les gardiens de la révolution iranienne avaient fait leur devoir. Ils savaient que cette installation fournissait 65% du gazole israélien, 59% de son essence et plus de la moitié de son carburant d'aviation. Ils savaient qu'elle se trouvait à peine 2 km de la baie de Haïfa, entourée par des centaines de milliers de civils. Ils savaient qu'en la frappant, ils feraient bien plus que détruire des infrastructures. Ils mettraient au jour une faiblesse que le gouvernement israélien tente de dissimuler depuis des années. Le missile a frappé avec une précision chirurgicale, déchirant les oléoducs et les lignes de transmission qui relient les différentes unités de l'installation. L'impact a provoqué une gigantesque panne d'électricité qui a immédiatement mis tout le complexe à l'arrêt. Mais l'horreur ne faisait que commencer. Alors que les flammes envahissaient des sections de la raffinerie, un groupe d'ouvriers s'est retrouvé piégé dans ce qu'ils pensaient être l'endroit le plus sûr de toute l'installation. 5 employés s'étaient réfugiés, au moment de l'attaque, dans la pièce censée être la plus fortifiée du site. Elle était conçue pour les protéger précisément de ce type de frappe. L'ironie est déchirante. L'endroit même où ils se sont retranchés pour survivre est devenu leur tombe. Alors que les incendies faisaient rage à l'extérieur et que la fumée s'engouffrait dans les systèmes de ventilation, 2 ouvriers ont réussi à s'échapper. Les 3 autres n'ont pas eu cette chance. Pendant des heures, les équipes de secours ont lutté contre une chaleur extrême et des émanations toxiques, tentant désespérément d'atteindre les ouvriers piégés. Les flammes étaient si violentes que les pompiers ne pouvaient pas s'approcher suffisamment pour mener une véritable opération de sauvetage. Une partie du bâtiment s'est effondrée sous l'effet de la température extrême, ensevelissant les victimes sous des tonnes de décombres. La fumée était tellement épaisse et toxique que quiconque l'inhalait pendant plus de quelques minutes risquait de graves blessures, voire la mort. Ce qui rend la situation encore plus choquante, c'est le blackout médiatique qui a suivi. Alors que des médias internationaux comme Al Jazeera diffusaient des images de la raffinerie en flammes en l'espace de quelques heures, les médias israéliens ont reçu l'interdiction de révéler que le site de Bazan avait été touché. Pendant plus de 12 heures, le public n'a eu aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Le gouvernement tentait désespérément de contrôler le récit, mais la vérité était trop immense pour être cachée. Lorsque les sauveteurs ont enfin atteint les 3 employés piégés, ils ont découvert quelque chose qui entra leur famille à jamais. Les victimes n'étaient pas mortes de l'impact du missile lui-même, elles avaient lentement suffoqué, asphyxiées par la fumée, tout en étant littéralement cuites vives par la chaleur extrême. Ce n'étaient ni des soldats ni des militants, c'étaient des travailleurs ordinaires venus accomplir leurs tâches et qui ne sont jamais rentrés chez eux. Mais cette attaque a révélé quelque chose d'encore plus terrifiant que les victimes immédiates. Elle a mis en lumière à quel point Israël dépend réellement de cette seule installation, et à quel point cette dépendance pourrait être utilisée comme une arme contre lui. La suite allait prouver qu'il ne s'agissait pas d'une frappe isolée, mais du premier coup d'une partie bien plus vaste. La première victime identifiée publiquement fut Danny Avraham, âgé de 59 ans, père de 2 enfants, originaire de Kiryat Motskin, qui avait consacré plus de 30 années de sa vie à l'industrie énergétique israélienne. Ses collègues le décrivaient comme l'homme qui restait tard pour régler les problèmes et se portait toujours volontaire pour les quarts les plus dangereux. Danny n'était pas qu'un simple employé, c'était un vétéran qui connaissait chaque tuyau, chaque vanne, chaque protocole de sécurité de cette installation mieux que presque tout le monde. Que quelqu'un de son expérience n'ait pas pu s'échapper en dit long sur la vitesse à laquelle la situation a dégénéré. Les 2 autres victimes étaient également des habitants de la région de Haïfa et des Crayou, des hommes qui vivaient à quelques minutes seulement de leur lieu de travail. Des familles les attendaient à la maison, des enfants s'attendaient à voir leur père franchir la porte après ce qui aurait dû être une garde de nuit routinière. À la place, ces familles ont reçu la nouvelle dévastatrice que leurs proches étaient morts de la manière la plus horrifique qui soit, lentement asphyxiés, piégés dans un bâtiment en flammes. Ce qui brise particulièrement le cœur, c'est que les 5 ouvriers avaient d'abord rejoint la salle de sécurité blindée dès le début de l'attaque. Ils ont suivi parfaitement tous les protocoles. 2 d'entre eux ont réussi à s'échapper lorsqu'ils ont constaté que la pièce se remplissait de fumée, mais les 3 autres n'ont pas trouvé d'issue ou ont été submergés par les émanations toxiques avant de pouvoir réagir. Les enquêteurs pensent qu'ils sont restés conscients plusieurs minutes, pleinement conscients de ce qui leur arrivait tandis que la température grimpait et que l'air devenait irrespirable. Les familles de ces victimes réclament désormais des réponses. Pourquoi cette installation a-t-elle été autorisée à fonctionner si longtemps dans un lieu aussi dangereux ? Elles veulent savoir pourquoi leurs maris et pères ont dû mourir pour prouver ce que les écologistes dénoncent depuis des décennies. Implanter une raffinerie géante au milieu d'une zone habitée revient à installer un piège mortel qui n'attend qu'un déclencheur.
Mais le coût humain de cette attaque dépasse largement les 3 ouvriers morts à l'intérieur du site. Ce qui s'est produit ensuite a provoqué une catastrophe environnementale qui affecte encore aujourd'hui des centaines de milliers de personnes dans tout le nord d'Israël. Les incendies qui ont tué ces travailleurs ont également libéré un cocktail toxique de produits chimiques qui a transformé toute la baie de Haïfa en zone empoisonnée. Quelques jours après l'attaque, les stations de surveillance autour de la raffinerie ont détecté des émissions de benzène 100 fois supérieures aux niveaux habituels. Le benzène n'est pas un produit quelconque, c'est un cancérogène avéré qui peut provoquer des leucémies, des anémies et de graves atteintes au système immunitaire. En respirer même pendant de courtes durées peut entraîner vertiges, maux de tête et troubles respiratoires. Une exposition prolongée peut littéralement altérer votre ADN et déclencher des cancers. L'Association des villes de la baie de Haïfa pour la protection de l'environnement entretient depuis des années des stations de contrôle autour de l'installation, avertissant qu'un tel scénario finirait par se produire. Lorsqu'elle a examiné ses relevés après l'attaque, elle a constaté des taux dangereux de benzène non seulement à la clôture de la raffinerie, mais aussi dans un lycée de Kiryat Ata, où des centaines d'élèves vont en cours chaque jour. Des représentants de cette association et du ministère de la Protection de l'Environnement ont mené une inspection surprise du site endommagé et découvert que les responsables de Bazan mentaient sur l'impact environnemental. Les dirigeants de l'entreprise affirmaient publiquement que la frappe n'avait causé aucun dommage significatif, mais les données de surveillance prouvaient qu'ils étaient soit incompétents, soit délibérément en train de tromper la population. La docteure Lee Shahar Berman, qui dirige l'association de protection de l'environnement, n'a pas mâché ses mots en voyant les résultats. Elle a déclaré que les niveaux records de benzène démontraient que les affirmations de Bazan sur un impact minime étaient complètement déconnectées de la réalité. Elle a rappelé que cette installation empoisonne la population locale même en temps normal depuis des années, et que l'attaque n'a fait qu'aggraver exponentiellement une situation déjà dangereuse. Les taux de cancer et d'asthme dans la région de la baie de Haïfa sont déjà bien plus élevés que la moyenne nationale, en grande partie à cause de la pollution émise par la raffinerie de Bazan et d'autres sites industriels du secteur. Les habitants respirent un air contaminé depuis des décennies, regardant leurs enfants développer des problèmes respiratoires et leurs aînés succomber à des cancers étrangement fréquents dans leur quartier. Aujourd'hui, ces mêmes habitants se voient conseiller de rester chez eux, fenêtres closes, tandis que des nuages toxiques dérivent au-dessus de leurs maisons et de leurs écoles. Le gouvernement tente de rassurer tout le monde en affirmant que la situation est maîtrisée, mais les relevés de surveillance racontent une toute autre histoire. Il ne s'agit pas d'un simple accident industriel, c'est une catastrophe environnementale qui pourrait affecter la santé de cette communauté pendant des générations. La frappe iranienne n'a pas seulement mis en lumière les dangers environnementaux ou la tragédie humaine, elle a surtout révélé une vulnérabilité que les autorités israéliennes tentaient désespérément de cacher au grand public. Lorsque la raffinerie Bazan s'est totalement arrêtée, Israël s'est soudain retrouvé face à une crise du carburant capable de paralyser toute l'économie en quelques semaines. Les chiffres donnent le vertige quand on prend conscience de la dépendance du pays à cette seule installation. Le complexe de Bazan n'était pas un site industriel parmi d'autres, c'était le cœur battant de l'infrastructure pétrolière israélienne. À lui seul, il fournissait 65% du gazole pour les transports, 59% de l'essence et 52% du kérosène utilisé comme carburant d'aviation et gaz de cuisson. Imagine que près de 2/3 de l'approvisionnement en carburant de ton pays puisse disparaître après un seul tir de missile, c'est exactement la situation dans laquelle Israël s'est retrouvé après l'attaque. Et le scénario devient encore plus flippant, l'unique autre grande raffinerie du pays, située dans la ville côtière d'Ashdod au sud, avait elle aussi mystérieusement cessé toute activité. Les responsables affirmaient qu'elle subissait une maintenance annuelle planifiée de 2 semaines, mais la coïncidence paraissait franchement douteuse. Certaines sources laissent entendre qu'il ne s'agissait pas du tout d'entretien, mais d'un arrêt préventif ordonné par le gouvernement après avoir réalisé à quel point le réseau d'approvisionnement était vulnérable. Le ministère de l'Énergie est immédiatement passé en mode gestion de crise, publiant des communiqués assurant qu'aucune pénurie de carburant n'était à craindre et qu'Israël disposait de réserves suffisantes pour tenir le choc. Des réunions d'urgence avec les compagnies pétrolières se sont enchaînées pour rassurer la population. Mais, à huis clos, les officiels activaient des protocoles d'urgence dont la plupart des Israéliens ignoraient même l'existence. Ce que le gouvernement ne voulait pas que les gens sachent, c'est qu'Israël fonctionnait depuis des années sur une marge de sécurité carburant quasi nulle. Le pays importe la majeure partie de son pétrole brut et compte presque uniquement sur ses 2 raffineries pour le transformer en carburant utilisable. Avec les 2 installations à l'arrêt en même temps, Israël roulait littéralement sur la réserve tout en se déménant pour trouver des fournisseurs alternatifs et des moyens de transport de secours. L'attaque a aussi révélé la précarité de la prétendue indépendance énergétique israélienne. Là où d'autres nations ont diversifié leurs capacités de raffinage et constitué des réserves stratégiques, Israël s'était dangereusement rendu dépendant de sites qui étaient des cibles idéales pour ce type de frappe de précision. Une erreur stratégique qui aurait pu mettre le pays à genoux si la crise avait duré plus longtemps. Ce qui rend la situation encore plus rageante pour les habitants de la baie de Haïfa, c'est que le gouvernement savait depuis des années que cette catastrophe était inévitable. Les militants écologistes, les experts en sécurité et les élus locaux tirent la sonnette d'alarme depuis des décennies. Ériger un complexe industriel aussi massif et dangereux au cœur d'une zone densément peuplée, c'est, en gros, garantir la catastrophe. Il y a 3 ans, le cabinet israélien a pris une décision qui prouve qu'il mesurait parfaitement la gravité de la situation, il a voté la fermeture des raffineries Bazan et de tout le complexe de stockage pétrolier d'ici une décennie.
Une direction spéciale pour le développement de la baie de Haïfa a même été créée au sein du bureau du Premier ministre, avec un plan de travail détaillé jusqu'en 2030. Le message était écrit noir sur blanc. Dans sa propre vision, le gouvernement veut transformer la baie de Haïfa en une zone durable, faite de quartiers résidentiels, de commerces propres, de tourisme et d'espace verts sur les 20 prochaines années. Problème, il savait parfaitement qu'aucune de ces transformations ne pourrait voir le jour tant que l'installation basant ne serait pas totalement fermée et les sols dépollués. On jouait donc à un jeu d'attente mortel avec la vie de centaines de milliers de personnes. Le maire de Haïfa, Yona Yav, est l'un des critiques les plus virulents du maintien de ces sites en activité. Après l'attaque, il n'a pas mâché ses mots sur Army Radio, exigeant du gouvernement qu'il ait enfin le courage de sortir ces usines des zones habitées immédiatement. Il a souligné que les résultats des inspections environnementales post-frappe prouvaient, pour la énième fois, à quel point la présence de basans dans la baie est dangereuse et nocive. Le maire ne parlait pas seulement en politicien cherchant des points, il relayait les frustrations de résidents qui vivent avec cette menace depuis toujours. Ici, les gens voient la valeur de leurs biens stagner, leur santé se dégrader et leur qualité de vie s'effriter parce que les gouvernements précédents n'ont jamais eu la volonté politique de déplacer ces installations à risque. Plus inquiétant encore, l'infrastructure nécessaire pour remplacer la raffinerie basant existe déjà ailleurs dans le monde. La technologie pour importer, transporter et stocker des produits pétroliers raffinés est rodée depuis longtemps et aurait pu être mise en place il y a des années. Le seul frein, c'était l'inertie politique et le coût colossal de construire du neuf tout en démontant l'ancien. La riposte israélienne à l'attaque de Haïfa a été rapide et dévastatrice. Quelques heures après avoir confirmé la mort des 3 ouvriers, des chasseurs israéliens fonçaient déjà vers l'espace aérien iranien, bardés de missiles guidés prêts à frapper les infrastructures énergétiques les plus sensibles du pays. Ce qui a suivi fut une campagne calculée de destruction qui allait bouleverser durablement l'équilibre du secteur énergétique moyen-oriental. Les frappes israéliennes ont touché l'Iran là où ça fait le plus mal, ses joyaux énergétiques. Le gigantesque champ gazier de South Par, qui couvre une part significative des besoins énergétiques domestiques iraniens, s'est embrasé après avoir été atteint. La raffinerie de gaz Fayrejam, dans la province de Boucher, l'une des plus grandes du pays, a brûlé pendant des jours. À Téhéran même, le dépôt pétrolier de Charan, près de 260 millions de litres de stockage, est devenu un brasier visible depuis l'espace. Israël ne s'est pas arrêté là. Les avions ont aussi visé la raffinerie de Téhéran, dans le district de Charereh, un site qui traite près de 225 000 barils par jour. L'impact psychologique a été énorme. Israël venait de prouver qu'il pouvait frapper en plein cœur de la capitale iranienne et neutraliser des infrastructures critiques avec une précision chirurgicale. Le message était limpide, si vous frappez nos installations, nous réduirons les vôtres en poussière. Le bilan humain iranien a grimpé en flèche. Tandis qu'Israël déplorait 14 morts dans l'échange initial, le ministère de la Santé iranien annonçait 224 morts depuis le début de la campagne israélienne, avec plus de 1200 hospitalisations. Les responsables iraniens affirmaient que plus de 90% des victimes étaient des civils, chiffre impossible à vérifier de façon indépendante. Cette confrontation a surtout révélé la vulnérabilité des infrastructures énergétiques de toute la région. Les prix mondiaux du pétrole ont immédiatement bondi de 9% à l'annonce des attaques, avant de retomber légèrement tandis que les marchés tentaient d'en mesurer les répercussions à long terme. Les armateurs refusaient d'envoyer leurs tankers dans le golfe Persique et les primes d'assurance pour le transport d'énergie ont explosé du jour au lendemain. Les menaces iraniennes ont glacé les marchés. Téhéran a laissé entendre qu'il pourrait fermer le détroit d'Ormuz, cette étroite voie maritime par laquelle transite chaque jour près de 20% du pétrole mondial. Les experts le décrivent comme le point de passage pétrolier le plus vital de la planète. Toute perturbation y propulserait les cours du brut dans la stratosphère et provoquerait des pénuries de carburant sur plusieurs continents. Les raffineurs chinois, seuls acheteurs du brut iranien, se sont soudain mis en quête de fournisseurs alternatifs. L'onde de choc s'est propagée aux marchés asiatiques. Les marges de raffinage se sont effondrées, les tarifs de fret ont explosé. Ce qui avait commencé comme un conflit localisé entre Israël et l'Iran se muait rapidement en crise énergétique mondiale susceptible de toucher quiconque conduit une voiture ou chauffe son logement. Cette attaque contre la raffinerie de Haïfa restera dans les mémoires comme le moment où tout a basculé pour la sécurité énergétique au Moyen-Orient. Pendant des décennies, les grandes puissances considéraient les infrastructures énergétiques comme quasi tabous en temps de conflit, conscientes que détruire raffineries et centrales pouvait plonger l'économie mondiale dans le chaos. Cette règle non écrite vient d'être pulvérisée. L'installation que les militants écologistes et les riverains réclamaient de fermer depuis des années est soudain devenue l'épicentre d'un nouveau type de guerre, où les infrastructures civiles d'énergie sont des cibles militaires légitimes. Les 3 ouvriers morts dans cette salle blindée sont devenus le symbole du prix que paient les gens ordinaires quand les gouvernements n'affrontent pas des failles pourtant connues.